Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Gladys Mignon et ça y est, c'est la reprise de votre émission Africa Première. Mais cette fois-ci, on revient avec pas mal de nouveautés. Votre émission a été totalement revisitée pour vous faire plaisir. Alors nous allons mettre l'accent justement sur des besoins, sur des points à étudier, à débattre justement au sein de cette émission, des points qui vont concerner les femmes puisqu'on accorde un volet important à vous mesdames. Au sein de cette émission, on vous parlera directement, on traitera des sujets qui vous concernent et qui concernent la société africaine. Pour commencer cette émission, cette première d'Africa Première d'ailleurs, on a une thématique bien spécifique puisque la période s'y prête, les fêtes de fin d'année. Comment les femmes africaines se préparent justement pour les fêtes de fin d'année et nous aurons pour cette occasion une invitée de marque, Chef Sonia, qui nous parlera de gastronomie, art culinaire et de quoi justement éveiller les papilles. Mais avant cela, comme à l'accoutumée, nous allons partager et découvrir mon clip coup de cœur. Ce clip, il s'agit du clip Le Dernier Son de Werason, Tout se paye ici-bas. Je vous invite à découvrir un extrait et on se retrouve tout de suite après. Bozolo banase, tozoyo kate, ganga, ganga. Bongama, hey, bongama. Tout se fait ici-bas, tout se fait ici-bas, tout se fait ici-bas, ici-bas. Maman, bongama. Vous venez de découvrir Tout se paye ici-bas de l'artiste Werason, cet artiste congolais qui a prévu de prester en France le 15 février prochain du côté du Grand Paris Arena. Cette nouvelle salle récemment inaugurée va recevoir cette légende de la rumba congolaise. En tout cas, on sait que ce sera le feu. De nombreux artistes et aussi des surprises y seront présents. Donc je vous invite vraiment à prendre vos billets et à communier avec cet artiste. On continue justement cette émission Africa Première. Qui dit Africa Première, version féminine, y intègre également des conseils beauté. Et j'ai le plaisir de vous indiquer que Instant Beauté y prend part. Vous allez retrouver différentes marques et aussi des conseils beauté pour vous mesdames, mais aussi pour vous messieurs, puisque la beauté n'est pas qu'une question féminine. Et pour aujourd'hui, au sein de cette rubrique, j'ai le plaisir de vous partager un échange que nous avons eu avec Mimider, cette marque capillaire, justement de quoi prendre soin de ses cheveux en tenant compte de notre richesse ancestrale africaine. Je vous invite à suivre cet échange et on se retrouve tout de suite après avec l'invité du jour. Alors, je me présente, je m'appelle Mariam, on me nomme Mimi, d'où la marque Mimider. Alors en fait, ce qui m'a inspirée, c'est tout simplement parce que depuis plus petite, ma mère entretenait mes cheveux, parce qu'en fait, elle ne savait pas du tout tresser. Et du coup, elle s'occupait de mes cheveux. Elle me faisait des potions que je peux appeler aujourd'hui potions magiques, parce que réellement, mes produits fonctionnent réellement. Et du coup, de fil en aiguille, quand on grandissait, j'en parlais autour de moi, mes copines me demandaient ce que ma mère me mettait dans les cheveux. J'ai commencé à en vendre, comme on dirait, vendre à la sauvette.
à tout mon entourage. Et de fil en aiguille, en grandissant, je me suis dit pourquoi pas sortir une marque de cosmétiques pour la pousse et l'entretien des cheveux, que je faisais d'abord tester chez des copines à moi. Et je me suis dit pourquoi pas les commercialiser. Alors j'ai une association, j'avais d'abord commencé à les commercialiser avec mon association. Ensuite, j'ai fait tous les documents, tous les papiers qu'il fallait pour pouvoir créer cette entreprise. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, c'est l'entreprise Mimi DR qui est là. Alors déjà, tout simplement parce que j'ai déjà testé moi-même plein de produits afro. Bien évidemment, je ne crache pas sur les produits. Mais déjà, moi, je suis quelqu'un qui est plus dans le côté naturel. Donc, je me suis dit, je vais vraiment me baser sur tout ce qui est naturel avant même de faire le côté bio. J'ai voyagé au Sénégal, j'ai été à la source, j'ai été voir le karité pur. Je me suis dit, pourquoi pas travailler avec des produits capillaires, des produits naturels, pardon. Je me rappelle quand j'étais petite, ma mère me mettait du karité dans les cheveux. Certes, ça sentait, mais ça a porté ses fruits. Donc je me suis dit, nos cheveux sont différents des cheveux européens et il fallait vraiment travailler et trouver vraiment le produit phare et complet pour les cheveux assez afro. Et c'est un 10 sur 10. J'ai vraiment tapé dans le mille. Déjà, tout d'abord, c'est parce que mes produits sont naturels, bio, faits à la main, recherchés. C'est pas du jour au lendemain, malgré que, certes, ma mère me faisait des produits. Je me suis dit, allez, tiens, Mimi, lance-toi et fais des produits capillaires. J'ai été me former, j'ai payé et j'ai été aussi sur le marché. J'ai recensé et j'ai même vu que certaines personnes de type européenne, maghrébine et autres recherchaient le naturel. Et à partir du moment où j'ai vraiment vu que ça fonctionnait sur tout le monde, que ce soit des cheveux assez afro, assez souples et de matières différentes, je me suis dit que c'est le produit adapté et adaptable pour tous. Alors mon premier défi, parce que de nos avoir réellement la clientèle a besoin d'avoir réellement un exemple devant soi. Donc mon premier défi a été de faire un live et de couper moi-même mes cheveux devant mon public, devant ma clientèle. Et un mois après, je suis revenue et on a nous-mêmes statué et on a réellement vu que les produits fonctionnaient. Mimi DR, j'ai aussi sorti des t-shirts avec des graduations, avec avec plusieurs tailles différentes. Et un mois après, je suis revenue et mes cheveux avaient réellement poussé. Et on a fait la même chose sur 2 personnes qui voulaient tester, qui voulaient bien évidemment couper leurs cheveux. Et ça aussi fonctionne. Tous mes produits sont basés sur la pousse et l'entretien des cheveux. Comment vous expliquer? Par exemple, ma chantilly de karité, il y a du gel d'aloe vera parce que c'est vrai que le karité, c'est assez dur et assez fort pour les cheveux. Une personne de type européenne qui met du karité, ça va peut-être étouffer ses cheveux. Donc le fait d'avoir mis du gel d'aloe vera, ça va plus fluidifier et rendre un peu plus léger et homogène le karité. Et il y a aussi de l'huile de ricin. Donc l'huile de ricin, c'est vraiment le produit type qui fait pousser les cheveux. Parlons par exemple de mon shampoing. Sur mon shampoing, il y a de l'huile de gingembre qui va décrasser le cuir chevelu, il y a de l'antiseptique qui va décrasser, qui va ouvrir les pores et qui va refaire naître le bulbe et les cheveux vont aussi pousser. Pareillement sur mon sérum, il y a aussi des produits naturels qui vont réellement faire pousser les cheveux. En fait, j'ai fait en sorte que tous mes produits mettent à l'aise tout le monde. Il y a des personnes qui vont préférer la lotion parce que ça a un aspect liquide, mais la lotion a les mêmes vertus que la chantilly de karité, mais la chantilly de karité a cet aspect solide. Donc, il y en a pour tout le monde. Oui et non. Sans dire de non, il y a une personne qui a une grosse marque de produits capillaires qui était d'abord passée sur les cheveux orientaux et ensuite occidentaux. Alors je me suis dit, je vais quand même prendre ça comme exemple, mais pour faire aussi pour notre population. C'est vrai que j'ai élargi le projet en allant aussi du côté oriental et occidental, mais à la base, c'était vraiment pour nos produits, pour nous les Noirs africains.
Alors déjà, la meilleure pratique, faut d'abord parler de la santé, au niveau santé, il faut vraiment prévenir. Parce qu'avec tous les produits chimiques qu'on retrouve de nos jours, c'est un petit peu dangereux pour la santé, donc se baser vraiment sur tout ce qui est naturel. Et c'est pour ça qu'au début, je voulais sortir des gélules pour la pousse de cheveux, mais tout ce qui est un peu du côté pharmaceutique, je ne m'y connais pas, donc je me suis dit, je ne vais pas m'aventurer. Donc j'ai été sur cet aspect-là. Par exemple, il y a des personnes qui ont un peu du mal avec les cheveux afro, qui préfèrent réellement les cheveux assez souples, assez naturels. Alors j'ai aussi une poudre magique qui comprend de la poudre de chébé qu'utilisaient les Tchadiennes, les Éthiopiennes et plein d'autres pays. Et dedans, il y a de la poudre de baobab, d'ortie piquante, et ça assouplit. En fait, c'est un assouplissant naturel qui, d'ailleurs j'en ai mis sur mes cheveux, qui rend les cheveux plus souples et qui aide dans le coiffage. C'est vrai que les cheveux afro sont, si on n'a pas vraiment la méthode, c'est un petit peu compliqué. Donc au lieu d'aller acheter un défrisage ou un assouplissant avec des produits chimiques, Mimi DR est là pour vous sauver avec la poudre magique. Alors les retours, j'en ai énormément. Vous pouvez les voir sur mon Instagram, Mimi DR. Alors dans mon feed, j'ai les bulles de retour. Tout le monde est satisfait. Et en parlant avec les personnes, avant d'avoir mon site, j'échangeais avec la clientèle en DM, les messages en privé, et il y a beaucoup de clientes qui ont des problèmes, mais réellement. Et je suis contente d'avoir pu satisfaire de nombreuses clientes. Alors comme je le dis depuis le début, et c'est un peu mon hymne, satisfaite ou remboursée. Voilà, je le dis parce que je suis sûre de mes produits et victime de son succès, sans prétention ni aucune bien évidemment. J'ai fini par passer en laboratoire avec mes propres formules parce que j'avais beaucoup de demandes. Mimi DR est à la demande et je me suis dit que réellement, comme je le disais avec tous les problèmes capillaires que les personnes ont de nos jours, il fallait vraiment travailler sur le produit et vraiment satisfaire. J'ai déjà envoyé à une cliente qui me disait que l'alopécie n'a pas été résolue. Je lui ai envoyé gratuitement un produit vraiment pour lui montrer que certes, c'est un coût financier, mais c'est aussi pour satisfaire la clientèle et c'est comme ça aussi qu'on fidélise nos clients. Alors on ne va pas se mentir, c'est très difficile, mais c'est un choix. C'est un choix, maman de 3 enfants, un mari aussi dans l'entrepreneuriat. On n'a pas le choix d'avancer, de réussir. Même là aujourd'hui, je suis un petit peu encombrée, malade, mais en tant que maman et gérante d'une entreprise, on n'a pas réellement le droit d'être malade pour le moment. Merci d'avoir suivi justement l'instant beauté et également le clip que je choisis. N'hésitez pas à nous écrire et à nous demander encore plus d'informations. On est là, Africa Première est là pour vous accompagner. On entame la deuxième partie de l'émission et pour cela, je suis accompagnée d'une invitée exceptionnelle. On va parler justement d'une thématique qui nous tient à cœur et la période s'y prête énormément. On va parler justement de la préparation des fêtes de fin d'année, des fêtes de Noël. Les femmes, comment vous préparez justement à cet événement qui arrive où on reçoit la famille, on reçoit des amis et l'art de dresser la table est vraiment requis. Pour cela, j'ai pour vous la talentueuse et la chef Sonia qui nous accompagne, Marty Sokouri. Bienvenue. Bienvenue, merci à vous de m'accueillir. Alors on va se tutoyer, on est comme à la maison. En tout cas. D'accord, ouais. On va laisser les protocoles. Ouais, et on va se tutoyer. Comment tu vas déjà? Je vais très bien, merci, malgré la grisaille. La grisaille, ouais. On envie en tout cas nos sœurs qui sont du côté de la Côte d'Ivoire. Je te fais un petit clin d'œil également. Les champions d'Afrique et toute l'Afrique qui nous écoute et qui nous suivent justement au sein de cette émission Africa Première. Quel plaisir de redémarrer en parlant des fêtes de fin d'année. C'est un moment justement de convivialité, comme on le dit bien. C'est un moment de rapprochement, de partage. Et qui dit partage, ça passe par justement tout ce qu'on va dresser à table. Ça parle de plats, de nourriture, de cuisine. Et notamment, ce qui va nous intéresser, c'est la cuisine africaine, dont justement tu en as fait ta spécialité.
tu apportes beaucoup d'authenticité au sein de justement des saveurs et tu as ce talent de réinventer justement les plats. Donc tu vas pouvoir justement incarner cette partie et on va parler justement de repas festifs. Ma première question, c'est surtout déjà concernant l'héritage africain. Comment, en règle générale, selon toi, quels sont les rites lors des fêtes africaines? Quels sont les plats majeurs qui ressortent généralement lors des fêtes de fin d'année? Alors, c'est vrai, et tu l'as dit, les fêtes de fin d'année, ce sont des moments de célébration, ce sont les moments de rassemblement aussi. Exactement. Alors, en 2 temps, hein, donc on a d'abord les fêtes de Noël, où là c'est plus familial, donc on est au sein du cocon familial, la petite famille d'abord, papa, maman, les enfants, et puis peut-être la grande famille avec les cousins. Ouais. Et puis la deuxième partie, c'est la Saint-Sylvestre, avec là plutôt la grande sortie, la grande fête, voilà. La grande fête. Donc je dirais que essentiellement, en tout cas, je prendrais plus le cas de la Côte d'Ivoire, où j'ai pu avoir à célébrer ces 2 fêtes plusieurs années d'affilée. Ouais. Les fêtes de Noël, en général, on aime bien des plats qu'on ne mange pas tous les jours. Voilà, on va aller chercher ces plats-là qui sont plutôt rares. On va aller chercher aussi des produits un peu d'exception. Ouais. Si on part, par exemple, sur Abidjan, on a la chance d'avoir un peu la mer, la lagune aussi. Enfin, on a le littoral, donc on va aller chercher de la langouste grillée. Et puis sinon, dans les sauces, au lieu de manger du poulet, on va peut-être manger de la pintade, qui est un peu plus goûteuse et qui est plus onéreuse aussi. Donc forcément, qui dit un peu plus cher, dit forcément festif. Donc c'est plus ça. Et puis sur la Saint-Sylvestre, je dirais que les gens ont tendance plus à sortir, à célébrer avec des amis. Donc c'est plutôt à l'extérieur. Ils vont peut-être aller au restaurant en première partie et puis après aller faire la fête. Ouais. Et quand c'est des célébrations à la maison, en famille, évidemment, là on a toutes les tatas qui viennent. Il y a un plat que moi j'aime beaucoup et qui est souvent à la table de nos fêtes. C'est vrai. C'est le foufou. Alors, je précise que le foufou a plusieurs appellations. Voilà. Chez nous, le foufou n'est pas le même foufou qu'au Ghana ou peut-être au Congo. Ok, d'accord. Bon à savoir. Voilà. En Côte d'Ivoire, ce qu'on va appeler le foufou, c'est vraiment de la banane plantain qui est bouillie, ensuite qui est écrasée et dans laquelle on ajoute de l'huile de palme rouge. Ah oui. Ça c'est vraiment ça le foufou. C'est ça le foufou, d'accord. Parce que moi je suis d'origine congolaise, pour ceux qui le savent. Et ça on appelle ça le litouma. Voilà. Voilà, c'est pareil. On prend la banane plantain qu'on a fait bouillir et qu'on mixe et qui devient véritablement une pâte. Et on ajoute l'huile rouge. Et ben voilà. Donc c'est ça qui est hyper intéressant dans toute cette diversité, cette richesse des cuisines africaines, c'est qu'on a des mêmes plats et on les appelle pas forcément de la même manière. Exactement. Et bien le foufou ivoirien est vraiment un vrai plat de fête. Et d'ailleurs, si vous allez demain, si tu vas demain en Côte d'Ivoire et que tu es invité dans une famille et qu'on te propose de manger du foufou, c'est qu'ils te respectent vraiment et que tu es vraiment un invité de marque parce qu'on n'en fait pas tous les jours et c'est accompagné d'une sauce de crustacés, de poissons, de crevettes, de gambas. Wow. Et voilà, et ça c'est vraiment un plat de fête. Ça ouvre l'appétit, tout ça. Est-ce que du coup le choix des plats, par exemple, tu nous as parlé du foufou, c'est cette marque de respect que l'on met en avant par rapport à nos convives. Est-ce que tu as pu identifier différents plats avec une signification bien particulière, que ce soit, là on a parlé de la Côte d'Ivoire, mais dans d'autres pays d'Afrique? Alors, dans d'autres pays d'Afrique, oui, par exemple, si on part au Sénégal, bien que ce soit le plat emblématique, le thieboudienne, mais ça reste quand même un plat de célébration aussi, un plat d'unité où on se rassemble. Voilà. Et je pense que dans chaque pays africain, il y a comme ça des plats. Alors, je ne les connais pas forcément tous, mais il y a vraiment des plats spécifiques. Alors, en plus de cela, il faut aussi dire que dans nos pays africains, on a des groupes ethniques. Voilà. C'est vrai. Donc chaque groupe ethnique a
son plat qui va correspondre vraiment à un moment bien particulier, qui va signifier l'accueil, la naissance, un mariage, etc. Donc c'est hyper intéressant d'aller chercher comme ça un petit peu dans chaque culture. Je vais revenir en Côte d'Ivoire parce que c'est vraiment mon pays d'origine et c'est celui que je maîtrise le mieux. Mon père étant de l'Ouest, on a un plat qu'on appelle le loco soukoué. Le loco soukoué, c'est à base donc toujours de banane plantain, mais alors là extrêmement mûr, qui est écrasé, qui est donc vraiment écrasé et qui va être accompagné d'une sauce noirâtre. Et cette sauce noirâtre qui fait peut-être un peu peur, comme ça, on se dit oh qu'est-ce que c'est? Et ben elle est extrêmement délicieuse parce que dans cette sauce vous avez un champignon, ce qu'on appelle champignon noir, qui est cueilli dans cette région de l'Ouest, avec des petites amandes toutes plates qu'on trouve d'ailleurs au Gabon, qu'on appelle l'odika au Gabon. Et nous on appelle en Côte d'Ivoire le sioko, avec du poisson séché et c'est tout. Mais par contre ce plat-là, c'est vraiment un plat d'accueil. Voilà, vous voyez. Donc il y a des significations comme ça vraiment en fonction des régions, en fonction des pays. Et c'est souvent ces plats qui vont se retrouver à la table des grandes célébrations, y compris des fêtes de fin d'année. On en apprend en tout cas avec toi, chef Sonia. Comment tu intègres justement dans tes plats toutes les traditions culinaires que tu connais en création et comment tu apportes aussi une touche de modernité. On fait le mix entre le traditionnel. Tu vois, là, tu as parlé de nombreux plats connus en Côte d'Ivoire et qui ont leur signification et tu y apportes la modernité. Alors merci pour la question parce que c'est tout le sujet même de ce que je fais, de mon activité, de ma mission, c'est celle en tout cas que moi je me suis donnée. C'est justement de trouver un moyen de faire un pont entre tradition et modernité et c'est pas facile à faire parce que en tant qu'Africains on est très attaché à nos traditions et à nos traditions culinaires et convaincre un Africain de se détacher un petit peu pour avoir cette ouverture d'esprit sur autre chose, c'est pas toujours évident. Les personnes non africaines sont plus à même de découvrir, de toute façon elles ne connaissent pas, donc je veux dire, voilà, pour elles c'est une totale aventure que ce soit du traditionnel ou du moderne. Par contre ce que je fais, ce qu'on retrouvera toujours dans ma cuisine, c'est ce que j'appelle les marqueurs. C'est-à-dire que dans chaque spécificité, que ce soit par exemple chez vous au Congo, au Sénégal, au Gabon, enfin voilà, en Côte d'Ivoire, il y a toujours un fil conducteur comme ça, donc ça peut être en termes de goût, ça va être l'utilisation de poissons séchés pour par exemple donner un peu plus de goût, de la poudre de crevettes, ça va être par exemple du gage, vous voyez, au Sénégal, que nous on a d'ailleurs aussi chez nous en Côte d'Ivoire, qu'on appelle la djomvan, donc c'est le poisson un peu fermenté qui a une odeur assez forte. Ça peut être le netetou, voilà, ou le sous-marin en Côte d'Ivoire, pareil, qui sont des petites choses comme ça que je vais intégrer, implémenter dans ma cuisine, qui fera toujours que quelqu'un qui mange, même si on est dans la modernité, va retrouver des goûts et des saveurs qui lui rappellent un plat qu'il a mangé. Son enfance, une période de sa vie. Ça me fait penser, par exemple, j'avais fait un événement dans un restaurant et j'avais donc un testing à faire avec l'équipe du restaurant. Et dans une petite verrine, j'ai fait en fait ce que nous on appelle le baka. Le baka, c'est en fait du mil qu'on cuit et qui devient une petite bouillie avec des petits grains. Donc j'ai fait une verrine de baka et sur la verrine j'ai rajouté une petite crème fouettée, voilà, quelque chose de très sympathique comme ça, avec des petits copeaux de chocolat croquant. Voilà. Et pendant la dégustation, il y avait le plongeur qui est donc d'origine malienne, parce que la Côte d'Ivoire et le Mali, donc le nord de la Côte d'Ivoire et le Mali sont proches, et donc sont un peu les mêmes peuples. Ils ont donc cette boisson un peu chez eux. Et évidemment, donc j'ai fait déguster cette petite verrine à toute l'équipe. Et lui, quand il a goûté, mais je peux t'assurer, il avait des yeux qui brillaient. J'en parle encore avec même beaucoup d'émotion. Oui, ça se Oui, ressent. parce que ça m'avait touchée. Ça m'avait touchée qu'ils me disent, mais chef, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle, on mange ça chez nous, on mange ça chez nous. Et je me dis, ben voilà, j'ai gagné ma mission. C'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, en tant que chef et même en tant que femme également, quelle lecture tu fais de la jeunesse par rapport justement à cette notion d'héritage culinaire, cet héritage que l'on a, cet héritage africain, par rapport à la cuisine? Est-ce que c'est quelque chose qui se perpétue ou qui, lui, a tendance à se perdre? Il y a vraiment deux courants aujourd'hui qui se
voilà, qui sont vraiment parallèles. Moi, je sens une volonté de plus en plus de notre jeunesse de s'ouvrir à autre chose. Mais en même temps, je la sens un peu frileuse d'aller complètement, de pousser complètement la chose. Là, je parle partie consommateur. Partie créateur, chef, je vois vraiment l'engouement pour l'innovation. Et j'ai repéré d'ailleurs dans le cadre de mes activités de soutien, de promotion de nos cuisines africaines avec Black Culinaria qui est ma plateforme, je vois effectivement des talents émerger qui font des choses incroyables, qui vont faire de la pizza à la banane plantain, qui vont faire vraiment, hein, des galettes de manioc. Enfin vraiment, il y a des choses extraordinaires qui sortent. Mais est-ce que les gens sont réceptifs et prêts? Je pense qu'on a encore un petit chemin à faire, mais c'est à nous, en fait, en tant que chef et en tant que créateur culinaire, finalement d'emmener à cette curiosité-là, donc de faire ce travail d'approche de cette nouvelle cuisine. Donc, il faudrait qu'on continue, on est sur la bonne voie. D'accord. On va vraiment parler, on va rentrer dans le vif du sujet, puisque les fêtes arrivent. Il y a des femmes qui nous regardent et souvent elles se disent, bon, ben, je vais chercher quoi à préparer. On a parlé tout à l'heure de spécificité par pays. Mais la préparation le jour J, comment en fait une personne qui doit recevoir du monde, dans quel état d'esprit elle doit se préparer, surtout dans nos fêtes africaines, hein, on voit souvent les mamans, elles courent, elles sont là depuis le matin. Mais en fait, comment on peut se préparer au mieux? Parce que pour elles aussi, elles passent autant de temps aussi en cuisine, mais comment elles peuvent aussi participer, profiter aussi des festivités que de rester derrière la cuisine. Derrière la popote. Non, mais c'est vraiment un vrai sujet. Alors, moi, j'ai eu la chance de faire une école de cuisine française où on nous apprend les rudiments de la cuisine. Et il y a une chose que j'ai retenue, que j'applique vraiment aujourd'hui à ma façon de faire, c'est ce qu'on appelle la mise en place. La mise en place, alors je pense que nos mamans, dans une certaine mesure, le font aussi, mais on devrait le faire davantage. C'est-à-dire que, déjà, la première des choses, c'est de savoir combien de personnes on va inviter. Bon, alors, chez nous... C'est un sacré sujet, ça. Sacré sujet. Parce que des personnes peuvent débarquer à l'improviste. Exactement. Donc, là-dessus, pas de problème. On a à peu près, on se dit, voilà, peut-être qu'il y a une dizaine de personnes qui vont arriver, mais dans notre tête, pensons... Si on peut faire pour 10, on peut faire pour 15, voire on peut faire pour 20. Toujours avoir de la marge parce que dans tous les cas de figure, on peut remanger le lendemain, on peut réchauffer, donc c'est pas un problème. Il ne faut pas se restreindre à absolument 10 personnes. Il faut essayer d'élargir. À partir de ce moment-là, on fait ce qu'on appelle son menu. Qu'est-ce qu'on a envie de proposer aux gens? Voilà. Donc le menu va déterminer le temps de travail qu'on aura à faire. En fonction de ce menu, on détermine le temps de travail et tout ce qu'on peut faire la veille, on fait la veille, voire même l'avant-veille. Il y a des sauces qu'on peut faire. On a une chance maintenant, c'est qu'on est dans la modernité. On a des appareils de réfrigération, de congélation. Bon voilà, à moins que quelqu'un soit allergique à un produit congelé, je veux dire, on peut tout à fait dire, on cuisine la veille ou l'avant-veille. Un plat commence sa transformation à partir du deuxième jour. Vous voyez, donc, si vous cuisinez l'avant-veille, il sera encore bon pour le jour J. Voilà. Le troisième jour, ça commencera à être un peu problématique, mais on va dire qu'on a une date limite de consommation de nos produits à peu près 3 jours. 3 jours, d'accord. 3 jours, 5 jours maximum, il faut commencer à ne plus trop servir. Sinon, après, là, la fête se transforme à une situation beaucoup plus catastrophique. Parce que les sauces, d'ailleurs, vous avez peut-être entendu parler des sauces qui ont meilleur goût le lendemain. C'est parce que, chimiquement, les protéines commencent à se dégrader. Voilà, tout doucement, il y a une transformation qui se fait. Donc, plus il y a une transformation qui se fait, mieux c'est. Donc, toujours faire la veille. On n'y pense pas, en fait, que... Alors, souvent, la veille, tu vas voir des femmes, elles vont faire mariner la viande et tout ça, la viande, le poulet et tout ça. Pour que, en fait, la viande s'imprègne justement des épices. Mais pas des sauces, en fait. En réalité, les sauces, limite, elles se font le jour J. Le jour J, alors que si vous faites la sauce la veille, elle aura
vraiment un goût spécial. Ce fameux goût que les Asiatiques appellent l'umami. En fait, ce goût, c'est un peu le sixième sens. Il sera présent. Donc moi, je recommande vraiment de faire ça. Alors, pour tout ce qui est grillade, c'est minutes. Ouais. Par contre, la marinade de la grillade, vous pouvez la faire pareil la veille ou l'avant-veille aussi, voilà, bien filmé au frigo. Et vous le faites à ce moment-là, minutes, mais tout ce qui est condiments, les petites sauces tomates qui doivent accompagner, les découpes, etc., faites tout avant. Pour que le jour J, vous puissiez vraiment lancer vos préparations. Et là, je peux vous dire qu'on courra beaucoup moins. Bah oui, parce que souvent, elles se retrouvent, elles n'ont même pas le temps de se coiffer, elles n'ont même pas forcément toujours le temps de se changer, que faut tout dresser, il faut servir, il faut manger, alors que ça reste quand même aussi un moment où elles doivent aussi profiter. Alors, on dit souvent, on entend souvent que la cuisine africaine est riche, elle est à la fois riche par sa diversité, mais surtout le côté un peu négatif, c'est par rapport à l'équilibre au niveau du gras, beaucoup d'huile, etc. Aujourd'hui, est-ce que tu as un conseil pour un peu casser aussi les codes et de se dire, c'est vrai, on va mettre l'huile de palme ou bien, mais il y a une façon peut-être de faire, de façon à ce que les plats que l'on peut faire restent toujours bons, gardent leur authenticité, mais aussi soient sains. Alors, sur ma chaîne YouTube, vous verrez, j'ai fait une vidéo à ce sujet. C'est un gros sujet, ça. C'est un vrai gros sujet. Ouais. Je pense qu'il y a une grosse part de préjugés quand même derrière cette notion de gras de nos cuisines africaines. Ouais. Je veux dire, une frite, elle n'est pas moins grasse qu'un aloco. D'accord, ouais, c'est vrai. On en mange et ça pose de problème à personne. Toutes ces sauces grasses, crémeuses avec le beurre, etc., des cuisines françaises ne sont pas moins grasses qu'une sauce graine. Et d'ailleurs, je trouve que c'est même faux parce que moi, j'ai toujours vu mes mamans, mes tatas cuisiner des sauces graines en justement enlevant à chaque fois non seulement l'écume, mais aussi le surplus d'huile qui apparaît au-dessus de la sauce. Moi, je suis surprise qu'on estime que les cuisines africaines sont forcément grasses. Il y a énormément de sauces qui se cuisinent avec très très peu de matière grasse. Parfois, c'est que des légumes dans les sauces. Par contre, là où je rejoins la critique, c'est que souvent dans l'équilibre nutritionnel, effectivement, on va avoir peut-être un gros morceau de féculents, voilà, le foufou, le foufou, le riz, etc., la semoule, et pas peut-être beaucoup de crudité. C'est vrai, on fait beaucoup de plats en ragoût, en sauce. Donc je dirais qu'il faut peut-être penser à faire un truc qui peut être intéressant, apprendre à peut-être séparer les éléments de cuisson. On peut très très bien faire cuire une viande séparément de sa sauce. D'accord. Une très bonne viande, on peut la cuire avec du sel et du poivre. Moi, j'en suis convaincue. Alors que, par exemple, le cube magie, parlons-en. Le bouillon industriel est très présent. Qu'on veuille mariner une viande pour la griller, moi, j'ai pas de souci avec ça. Faire saisir une viande rapidement dans une poêle avec un peu de poivre, avec un peu de sel, je trouve que ça va garder ses propriétés nutritives. Et à côté, on peut tout à fait, avec un bon bouillon, faire une très très bonne sauce. Je prends un sakasaka, enfin ce que vous voulez, sauf si la viande fait partie intégrante de la sauce. Mais sinon, faire une viande à côté, faire ses feuilles de sakasaka comme il faut à côté, et au moment du service, mettre sa pièce de viande, mettre la sauce de sakasaka à côté, et penser peut-être à avoir quelques petits légumes, soit en crudité, soit à peine sautés à la poêle, pour qu'on ait ce côté équilibre. Donc, je pense que c'est le meilleur conseil que je peux donner. Autrement, j'ai envie de dire, non, moi je trouve qu'on a une très belle gastronomie, on a de très beaux produits et de très belles façons de cuisiner. Nos mamans ont été des femmes incroyables, des créatrices culinaires à l'époque, d'imaginer toutes ces sauces. Elles ne sont pas plus grasses que d'autres cuisines. Simplement, il faut juste peut-être les rééquilibrer un peu. Les rééquilibrer, totalement. Le conseil est pris, on va dire ça. Alors, on va parler aussi du rôle central des femmes, justement, dans la cuisine. Je pense que tu as dû entendre cet adage qui a énormément tourné sur les réseaux sociaux. Ça a été repris maintes fois. La place de la femme est dans la cuisine. Moi, j'aimerais avoir ton avis sur cette phrase-là aujourd'hui, en fin d'année
2024, on s'approche de 2025. C'est une façon de dire que les choses, elles évoluent. Elles évoluent. Mais quelle lecture tu fais justement quand tu entends ce genre de phrase? Alors, sur cette notion de la place de la femme à la cuisine, bon, c'est un constat, je veux dire, c'est un constat, on ne va pas le nier. Ouais. Les hommes ont cantonné les femmes beaucoup à la cuisine. Et évidemment, on va vous dire, faut remonter à la préhistoire, les hommes étaient chasseurs, ils devaient aller chasser pour assurer la survie de la famille, la femme devait protéger la maison, s'occuper des enfants, etc. Bon, on n'est plus à la préhistoire, hein. Bon, maintenant, on est dans la modernité. Je trouve qu'aujourd'hui, on est dans une ère où les femmes travaillent, elles ont fait des études supérieures, elles ont un travail, elles sont à des niveaux maintenant voilà, de responsabilité professionnelle qui font qu'elles ne peuvent pas se cantonner à être à la cuisine. Donc moi j'invite vraiment les papas à venir aussi à la cuisine, d'autant que les hommes cuisinent extrêmement bien. Quand un homme se met à cuisiner, c'est vrai, ils sont parfois même meilleurs que les femmes. Parce que les femmes ont cette charge quelque part un peu mentale de dire voilà, il faut que je nourrisse ma famille. Peu importe si c'est bon, c'est pas bon, il faut que j'aille vite. Elle va faire des choses pas forcément techniques, très simples. Il faut que les gens mangent. L'homme, il est plus dans le côté création, créatif, parce que pour lui, c'est un challenge d'être dans la cuisine. Ouais. Il faut qu'il se surpasse, il faut qu'il soit bon justement vis-à-vis des femmes. Donc il va pousser la création un peu plus loin. Ça sera un plaisir pour lui. Que la femme, c'est pas toujours un plaisir, c'est une nécessité, et elle le fait. Donc non, j'ai envie de dire que moi, je vois maintenant de plus en plus d'hommes aussi cuisiner. Je veux dire, c'est un fait même de société, parce que on a de moins en moins maintenant de gens qui sont mariés. On a beaucoup de célibataires, voilà, hommes comme femmes. Et quand vous êtes un homme célibataire, vous n'avez pas le choix. Hein. Je veux dire, à un moment donné, il faut cuisiner. Donc quand ils sortent des jupons de leur maman, avant de rentrer dans un foyer, dans un couple, ils sont obligés de passer par la case cuisine. Ça, c'est nos sociétés modernes. Donc de plus en plus, ils cuisinent. Et moi, ça me ravit. Ça permet aux femmes de sortir un peu justement de ce carcan comme ça de la femme est dans la cuisine, etc. Et puis peut-être que ça sera le moment pour elles de prendre plaisir à faire des choses un peu plus subtiles, plus créatives, au lieu d'être sans cesse dans ce besoin de nourrir et de ne pas se faire plaisir. Donc aujourd'hui, on invite aussi les hommes à aller en cuisine et soutenir, et puis aussi émerveiller les papilles de la famille. Hein, bien sûr. Et ils font des très bons commis. Donc au besoin, le minimum c'est être notre bon commis, et on veut bien. En tout cas, le message est passé, messieurs, en cette période de fin d'année. On va clôturer cet échange. Merci beaucoup, Sonia. C'est un vrai plaisir. Voilà, je sais que tu es chef gastronomique. Est-ce que tu as des projets à venir, notamment, je ne sais pas, des événements, des choses comme ça dont tu souhaiterais nous en parler? Écoutez, oui. Alors, c'est pas encore complètement annoncé, mais je peux déjà dire que si on a envie de goûter à ma cuisine, je serai le 31 décembre sur la péniche La Nouvelle Seine. Donc j'officie pour le dîner du réveillon de la Saint-Sylvestre. Waouh! En tout cas, quel plaisir, quelle élégance et quel luxe en tout cas. Le message est passé. Si vous voulez fêter justement le 31, la Saint-Sylvestre, vous pouvez justement retrouver Chef Sonia à la péniche. C'est ça? La Nouvelle Seine, juste en face de Notre-Dame, qui a réouvert ses portes sur la Seine. En tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir. Chef Sonia Marty Sokouri. En tout cas, merci d'avoir pris part à cette émission, de nous avoir partagé, en tout cas, ton avis sur la cuisine africaine. Mesdames, vous avez pu avoir quelques conseils. Et puis, messieurs, aidez vos femmes en cuisine. Absolument. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci, et c'est parti pour la troisième et dernière partie de l'émission Africa Première. Nous avons pu parler gastronomie, art culinaire et préparation des fêtes de fin d'année pour vous, mesdames. En tout cas, et même messieurs d'ailleurs, vous n'êtes pas épargnés. On va de quoi se faire plaisir. En tout cas, nos estomacs vont se réjouir. On termine en beauté, on termine en musique, comme d'habitude sur Africa Première. Et j'ai le plaisir de recevoir pour vous alors une étoile qui longtemps a essayé de s'échapper un petit peu. On n'a pas trop entendu parler depuis quelques années, mais là, il revient en force. J'ai le plaisir de recevoir tout droit venu de Suisse. En tout cas, quel plaisir. Héritier JTK. Mon Dieu, comment tu vas? Bien, toi, Gladys. Ça va, ça va. Depuis le temps que je le cherchais, depuis le temps que je lui dis reviens, il me dit je reviendrai, Gladys. Et quand j'aurai une bonne nouvelle à annoncer, je commencerai par toi. En tout cas, quel plaisir de te recevoir sur ce pareil, plateau. le plaisir est partagé. Alors, qu'est-ce que tu deviens? Bon, qu'est-ce qu'on devient? Bon,
on a pris de l'âge. Comme On beaucoup a pris d'entre de nous. l'âge. Ouais. Voilà, il y a, en dehors de la musique, il y a d'autres responsabilités aussi. Mais tu sais, quand tu as un appel des dieux, Ouais. tu peux... Parce que j'avais essayé d'arrêter. Hein. Oui. J'avais essayé, je voulais arrêter, passer à autre chose, devenir businessman, faire autre chose. Mais l'appel des dieux est trop fort. Ouais. C'est trop fort, donc tu peux pas fuir l'appel des dieux. Donc, les talents qu'il a déposés en moi, il y a des gens qui attendent. Ouais. Donc, j'ai été obligé de revenir. Le comeback d'Héritier JT4. Pour rappeler, tu as commencé dans la musique gospel il y a de nombreuses années, hein, pour pas que les gens fassent des calculs. Mais depuis très très longtemps, tu as été vraiment influencé par des rythmes hip-hop, aussi de la musique congolaise également. Cette idée de mélanger. Disons que tu fais partie de ces artistes précurseurs de la modernité dans la musique gospel congolaise. Comment tu arrives justement à embrasser cette carrière musicale? Bon, comme je viens de dire au début, je crois que c'est un appel des dieux. Bon, moi, Ouais. à la base, moi j'étais rappeur. D'accord. Dans ma jeunesse, j'ai fait du rap. Et vu que mon père connaissait et côtoyait des musiciens profanes de l'ancienne génération, il venait D'accord. chez moi, j'en connais plusieurs, dont je n'ai pas cité les noms. Ok. Et il venait chez moi, il y avait cette influence, écouter la musique ancienne, la musique d'ici, c'est-à-dire des enfants d'Europe, comme on dit. Comme on dit, ouais. Des Banapoto. Ouais. Et la rumba, tout qu'on sort, ça fait un milkshake en moi. Et c'est par là, en fait, je me suis lancé d'abord dans le hip-hop. Ouais. Dans le hip-hop. Et j'avais ce côté, mes parents, bon, bien que j'ai grandi en Europe, mes parents, ils ont toujours su faire la part des choses. Ils m'ont toujours gardé ils ont réussi à garder cette chose, la culture congolaise Ouais. en moi. Et cette passion de la musique vient parce que mon père était vraiment amoureux de la musique congolaise. Ouais. Et c'est après, je me suis découvert dans la musique rumba. Ouais. Et avec l'influence de la musique d'ici, j'ai pu, au fil des années, j'ai réussi à créer j'ai dit mon style, après ça va faire polémique, mais j'ai réussi à créer ton concept. Ton mon concept, on va voilà, dire, mon identité à moi. Ouais. Donc, voilà, ouais. D'accord. Alors, tu parlais du rap tout à l'heure. Quand même, le Exactement. rap, c'est un style, bon, même s'il a évolué, mais ça reste un style très revendicateur, où on veut faire passer des messages forts, et tu glisses sur un style un peu plus brut vers de la douceur, beaucoup on arrondit beaucoup dans la rumba congolaise. Comment s'est faite cette transition et pourquoi en fait tu t'es dit en fait oui, il y a le rap mais je quitte totalement le rap pour aller dans la rumba? En fait, franchement, c'est surtout l'église en fait. Ouais. L'église. C'est vrai que j'ai débuté dans le hip-hop, mais à l'époque, ma mère côtoyait une église anglophone gospel. D'accord. Je suis rentré là-dedans. Après, comme il y a toujours des problèmes, on a quitté cette église pour une église Ouais. congolaise. D'accord. Donc, ça s'appelait Bima. Ok. C'est à l'église Bima que je me suis vraiment découvert dans la musique typique. Et bon, comme j'étais un grand fan de la musique, d'un musicien profane dont j'étais à D'accord. l'époque, Ouais. donc je me suis un peu penché dans ces styles-là. Tu vois. Ouais. Il y avait la jeunesse aussi qui jouait et tout. Et c'est par là, au fur et à mesure, comme j'ai dit, avec les années, je suis mal rentré dans la musique typique des congolaises. Je suis rentré là-dedans, j'ai travaillé là-dedans. Et la personne qui a vraiment bouleversé mon style musical, c'est un frère qui s'appelle Coco. D'accord. Piana. C'était un ancien soliste du Wenge et JBM Piana à l'époque. Ouais. Donc du coup, on s'est rencontrés en Hollande dans les années vers le début 2000. Et c'est lui en fait qui m'a vraiment transmis cette chose-là. D'accord. Parce que lui, c'est un amoureux du jazz, du R&B, Ok. tout ce qui est boys humain à l'ancienne. D'accord. Et c'est avec lui en fait qu'on a réussi à faire cette fusion. Bon, après la vie, c'est la vie, des fois, voilà, chacun prend son chemin. Et bien qu'il soit parti, il m'a laissé cette chose-là. D'accord. Bon, à travers, je peux dire que Dieu l'a utilisé pour qu'il me transmette ce qu'il m'a transmis. Qui t'a transmis. Voilà. Ouais. D'accord. À ce moment-là, disons qu'il y a quelques années, l'Église avait une vision plutôt, on va dire, conservatrice de la musique gospel. Très peu d'introduction de modernité, que ce soit du hip-hop ou que ce soit même le seben, le style à la congolaise, pour reprendre cela. Quand toi, tu arrives, justement, tu évolues dans l'Église, comment l'Église a perçu, justement, ton ascension, ton évolution dans la musique gospel? Oula. Bon, je peux dire c'était
Bon, ça n'a pas été compliqué. Parce que moi, j'ai une chose, c'est que j'ai toujours chanté avec mon cœur. D'accord. En fait, je pense que les gens, l'église et les gens, en fait, ils étaient plus réceptifs par rapport à ce qu'ils entendaient, à ce qu'ils recevaient, en fait. Et c'est passé crème, c'est passé crème. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, moi, c'était pas mal Seben. Ouais. Non, c'était pas du tout Seben, c'était vraiment la chanson. C'était le texte, voire même quand j'ai sorti mon album, bon, je sais pas si on va arriver là, si on va On en arriver là, reparlera. on en parlera et tout et ouais. tout. Donc moi, quand je suis arrivé, c'était vraiment la chanson, c'était... bon, à l'époque, c'était plus interprétation. Hein. Ouais. Donc voilà, on interprétait les mentés, des grands artistes, ouais. les molotos, tout ça et tout. Et voilà, c'était plus ça, mais c'était, je crois que c'était ma façon de chanter, c'était vraiment, il y avait une grande sensibilité, que j'ai toujours d'ailleurs, même plus. Qu'on aura hâte de redécouvrir dans le prochain projet qui lui arrive, mais en attendant, oui, du coup, ça t'a permis de faire aussi de nombreuses collaborations. Exactement, Très vite, oui. On a fait le premier concert de la sœur Laure Mbongo. Son premier concert, c'était à la main touche, c'était Schengen pour Christ. D'accord. C'était entre 2003 et 2004, si je ne me trompe pas. Donc on l'a accompagné en Allemagne, à Aachen, en Hollande, tout consort. Et c'était des expériences, des très bonnes expériences, parce que non, Sœur Laure, non, c'est quelque chose. Hein. C'est une vraie bête de scène pour avoir expérimenté ça il y a quelques jours quand elle est venue. Ok. Oui, Ok, à son concert du côté de Sarcelles. Ok. Voilà, j'ai pu voir en live l'artiste Laure Mbongo prester, c'est quelque chose. Ah, mais elle m'étonne, cette sœur-là. C'est de l'énergie. Non. Et puis c'est vraiment, c'est une bonne sœur. Ouais. C'est une très bonne sœur. Très très belle personne. Donc voilà, après il y a eu il y a un tas d'artistes, les frères Patrice à l'époque, les frères José Nzita, Koulma Topé, il y a un tas d'artistes. Hein. Ouais. Bon, les frères Mouta aussi, voilà, tout ça, Yaya Thomas. Donc, frère Clovis Mako là aussi. Bon, il y a plein d'autres artistes qui venaient du pays à l'époque. On s'appelait le frère là. Ah, j'ai oublié son nom. Il y avait un frère là qui faisait du succès à l'époque, vers 2003, 2004 aussi. Bon, D'accord. plein d'artistes. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que ça t'a fait et qu'est-ce que tu en retires comme expérience justement de ces rencontres, de ces collaborations avec les grands noms que tu viens de citer, parce que ce sont des personnes qui ont révolutionné aussi le gospel, que ce soit ici en Europe et aussi en Afrique, en apportant un peu de la modernité, plus de show, plus de rythme dans la musique gospel. Qu'est-ce que je retire Chacun sa particularité. Hein. Ouais. Chacun sa particularité. Après, je pense, quand tu es musicien et que tu travailles avec un musicien expérimenté, automatiquement, si tu es sensible, tu prends la chose, tu prends quelque chose. Donc, je peux dire que de tous ces artistes dont je t'ai cité les noms, j'ai pris quelque chose. Ouais. De la sœur Laure, de Farmouta, de José, enfin tout le monde. Tout le monde, ouais. Chacun a sa particularité. Voilà, je disais, la danse, les Franck Moulajad, ça et tout. Chacun a sa chose. Et si tu as cette chose-là, tu peux prendre quelque chose de tout à chacun. Ils sont tous spéciaux. Ouais. Très talentueux. Vraiment, c'est vraiment une bénédiction pour le Congo. Pas que le corps de Christ, mais pour le Congo. Voilà. Et même pour l'Afrique. Pour l'Afrique en général. Oui, totalement. Donc, voilà, en tout cas, gloire à Dieu pour mon pays. Voilà. La RDC, pour rappeler. Et donc, du coup, très vite, tu évolues en 2012. Tu te lances dans une carrière solo, donc tu étais dans un groupe avant. Ouais. Tu peux nous citer le nom de ce groupe Oui, le groupe, entre-temps, il y a le groupe a été fondé en 2002, si je ne me trompe pas. Ouais, c'était les Sanctuaires. Donc voilà, comme j'ai dit, il y avait les frères Coco, là, le guitariste, frère Francisco Emmanuel, enfin plein de frères avec qui on s'était rassemblés. On accompagnait les artistes, on jouait les mariages à l'époque. Et voilà. Et après, il y a eu les circonstances de la vie. Ouais, la vie, ouais. Voilà. Et c'est en 2012 que je me lance dans ma carrière solo. Pourquoi ce choix à ce moment-là? C'était le temps de Dieu. Ouais. Parce que plein de choses me sont arrivées dans ma vie. Je ne peux pas expliquer, je ne pourrais pas les expliquer avec mes mots. Mais aujourd'hui, avec la maturité qu'on a aujourd'hui, tu comprends que c'était la volonté et le temps de Dieu. D'accord. Oui. Donc, c'est là que je me suis lancé dans mon album, intitulé Espoir, donc. Espoir. Qui changera les donnes plus tard, voilà. D'accord. Et bon nombre de personnes t'ont découvert, ont apprécié en tout cas tes qualités vocales à travers un titre qui est mon coup de cœur,
J'ai eu plaisir à réécouter quand on a décidé de faire l'interview ensemble. Ok. Et on va suivre un extrait dans quelques instants, Yaofélé. Ok. Ouais, Yaofélé, avant de voir un extrait de ce clip, est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Yaofélé. D'accord. Ok, vas-y. Yaofélé. Yaofélé, c'est une inspiration. Hein. Cette chanson, on l'a composée au studio. Studio musical, à l'époque, c'était chez mon jeune frère Jesse Mezo. Oui, qu'on salue d'ailleurs, hein, Ouais. Jesse Mezo. Donc, à l'époque, il était à Nemours, donc il avait un home studio. Je me rappelle, c'était les débuts, il débutait, et moi je débutais en carrière solo aussi. Lui débutait aussi dans tout ce qui est studio. Et je crois on s'est retrouvés au studio, moi, lui et mes frères avec qui je travaille, dont le frère Jurès Ami, Ndombasi et le frère Jox Diarjituka, le bassiste. Et en fait, on cherchait à sortir un son différent de tous les sons qu'on avait sortis auparavant. Totalement, ouais. Et je me rappelle, là, c'est une bonne expérience. Je me rappelle, je cherchais, parce que moi, je suis un gars, je suis bourré de mélodies. Hein. Ouais. Je sais pas, mais c'est incroyable. En fait, il y a beaucoup, ça, je ne pouvais pas arrêter. Donc, il y avait tellement de mélodies en moi, mais non. À un moment, Jurès, le guitariste, avait sa guitare, Jox avait sa basse, et Jesse était sur son piano, sur son synthé et tout. Après un moment, on cherche l'inspiration, on entend Kangengo, Kangengo. Et moi, et Jurès et Jox, on fait ouais, c'est ça. C'est ça. Et c'est venu seul. Après, je commençais, je commençais comme ça et tout. C'est venu tout seul. Ouais. Jusqu'à trouver les refrains. Tout est venu. En tout cas, c'était naturel. Wow. C'est venu comme ça. Et les textes, en fait, j'ai écrit la chanson sur place. Sur place. On a composé la chanson sur place. Tout le monde a joué sur place. Wow. Tout le monde. C'est une chanson qu'on a fait, en tout cas. Je bénis pour ses frères. En tout cas, tu nous replonges dans les souvenirs. Yaofélé, rien que pour vous tout de suite, et on se retrouve juste après. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, car tout ce que nous avons, nous l'avons eu gratuitement. Le don de Dieu. Amen, Église du Dieu vivant du prophète Néma. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans sa maison, tout s'écrit. Pemayo pesinga. Kolala kola mukandeko ezali. Mingi makola na biso. Tala lelo zali na pema. Tala lelo zali en bonne santé. Oh. Tala lelo zotambola na mituka kitoko. Tala lelo zali na banda kokoleka ya Salomo. Nabakisi lisusu bandi mpe bana. Nyonso wana ozwi yango. Yaofélé pema yo pesinga. Kolala kola mukandeko ezali. Mingi makola na biso. À bouger, bouger, bouger. Allez, peuple de Dieu, à danser, danser, danser. L'Éternel est bon, c'est pourquoi ses compassions ne prennent pas de fin. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, voilà celui qui me préserve de tout malheur. Car il a promis de ne jamais me laisser seul. Je persévérerai toujours dans la foi. L'Éternel est bon, c'est pourquoi ses compassions ne prennent pas de fin. Elles se renouvellent chaque matin. Voilà ma raison de l'acclamer, c'est Jésus. Voilà la raison de le louer, ce Dieu. Pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, moi je le loue.
nyonso nazwi na se na moyoyo kobotama kokola kobala kobota pe kolala kolamuka kotambola kozala bonne santé sa fidélité beauté amour tika nazongisa lokumu peke mbona yawe tika nabetela mpe na katola yawe nanga tika nazongisa lokumu peke mbona yawe nyonso nazwi na se na moyoyo kobotama kokola kobala kobota pe kolala kolamuka kotambola kozala bonne santé. Alors vous venez de suivre en tout cas mon coup de cœur de cet artiste héritier JTK qui nous revient après de longues années d'absence. Là tu reviens avec un magnifique projet. Tu peux nous en parler, Nous deux. Oui, alors c'est le titre hein, de ce projet. Hein. Donc, comme je disais, pendant ces nombreuses années, j'ai vu des choses, apprendre des expériences et malgré ça, la plume. Elle est restée, elle n'a pas bougé. Non, mais elle s'est améliorée encore. Ah oui? Ah oui, la plume, elle s'est améliorée. Et les mélodies, comme je te disais, les mélodies, moi, je ne sais pas, mais Dieu merci. Je ne sais pas ce qu'il a mis en moi, Dieu. Mais c'est trop. Donc, du coup, j'ai composé, enfin, j'ai écrit des chansons. Je dois avoir au moins 17-18 chansons. D'accord. Voilà. Bon, comme là, voilà, le temps actuel, on ne peut plus sortir toutes les chansons en même temps, vu les streamings, tout ça, vu tout ce qui se passe. Donc, moi, je me suis dit, donc, je vais sortir morceau par morceau, en commençant par la chanson Nous deux. Ouais. Nous deux, c'est une chanson de mariage. Ouais. De mariage, parmi d'autres chansons qui viendront. Donc, voilà. Voilà, je l'ai écrite chez moi. Et maintenant, quand je l'ai écrite, il me fallait une voix féminine. Donc voilà. Donc au départ, je pensais à la sœur Marie-Josée, MJ30. Ah oui, ouais, bah, donc, maintenant MJ Maria, on salue d'ailleurs. Je te salue, Ouais. MJ, je pensais à elle. Ouais. Mais bon, MJ elle est tellement occupée maintenant, elle a tellement de programmes. Ouais. C'était un peu compliqué pour qu'on puisse se voir et faire ça ensemble. Et du coup, j'ai été conseillé par un jeune frère à moi, un ingénieur de son, il s'appelle Emma Plus, en Allemagne. Il m'a dit, ah, grand frère, je te conseille de chanter avec Daïcha. Daïcha, je dis, ah, mais oui, Daïcha. Je me souviens d'elle parce que Jessie Mezo, il m'a déjà parlé d'elle. Jessie m'a dit, ah, grand frère, j'ai une petite sœur ici, elle chante bien et tout, est-ce que tu pourrais chanter avec? Il y a, je crois, 3-4 ans. Mais vu que j'étais en retraite. Ouais. Voilà, donc voilà. Et comme par hasard, comme Dieu fait ces choses, mon jeune frère Emma m'a dit non, chante avec elle et tout. Et du coup, voilà, on s'est arrangé, on est parti au studio. Voilà, cette jeune sœur, elle a vraiment une voix. Ouais. Mis à part la voix, elle a un don. C'est quand elle chante, elle dégage quelque chose. Et voilà, on a chanté la chanson, on a enregistré, on a mixé, masterisé. Tout est prêt. En fait, mes chansons sont prêtes. Voilà, on commence par Nous deux. Nous deux, voilà. Qui va sortir du coup le 20 décembre, là, voilà. Les fêtes. Voilà. Et en tout cas, on va se faire plaisir pour les fêtes de fin d'année. On va être célibataire alors, du coup. Non, mais bon, voilà, non, mais même c'est un message aussi pour les célibataires, hein, ouais. Pour les mariés, pour les célibataires aussi. Donc bon, ça les prépare. Ça les prépare. Ah, ça les apprête au mariage. D'accord. Voilà. En tout cas, je sais que la période du mariage se prépare généralement à partir de l'hiver, puisque les grandes célébrations se font à partir de printemps. Donc vous aurez justement une chanson qui va vous accompagner tout le long de votre célébration de mariage, célébration nuptiale. On va se quitter dans quelques instants, mais mis à part ce projet qui est sorti, est-ce qu'on aura l'occasion de te voir peut-être prester sur scène, que ce soit en France ou même ailleurs, ou je dirais même peut-être en Afrique? Est-ce qu'il y a des choses qui se préparent en ce sens? Alors là, pour l'instant, je suis focus sur l'album qui est quasi terminé, disons. Et bien que je vais sortir opus par opus, mais en tout cas, dès 2025, je reprends toute activité scénique aussi. Ouais. Donc on va revenir, on va, par la grâce de Dieu, prester sur Paris, sur l'Europe et sur l'Afrique aussi. Wow. Voilà. Ça a pris du temps, mais c'était bien aussi pour que je puisse m'organiser avec toute l'équipe. Bien sûr. Pour pouvoir revenir sur scène aussi. D'accord. Voilà. Super. En tout cas, quel plaisir de te recevoir pour partager ce retour d'Africa Première. Dernière question. On a parlé justement des préparatifs de la fête de fin d'année et notamment des plats.
j'aimerais terminer sur ça. Est-ce que Héritier JTK également cuisine? Ouh là, tu vas être choqué, hein? Tu vas être choqué. C'est vrai? Dommage qu'il n'y a pas toute mon équipe. Enfin, il y a pas, mes jeunes frères ne sont pas là, les Jurès, les Jocks, papa, Moba, la Bénédicte. Ouais. Dommage qu'ils ne sont pas là, mais ils pourront te dire, surtout même Jessie Mez pourra te dire, je suis un très très grand cuisinier. Oh! Non, sans me vanter, je suis un très grand cuisinier parce que voilà, moi j'ai grandi en Italie un peu. Ouais. Et mon père était cuisinier. Ouais. Donc c'est par lui en fait que je tiens en fait tout ce qui est européen. Et c'est par ma mère que je tiens tout ce qui est africain. Donc je peux te taper un pondu, un fumbois. Ouh là là. La viande ne t'approche pas, ouais, même pas. Et oui, donc je peux très bien cuisiner, je peux tout sauf rien. À moins que. Ouais, mais en tout cas, tout ce qui est occidental. Et afro, en ouais, tout cas. Tout faire, ouais. Ben, le message est clair, ça rejoint ce sur quoi on a discuté avec la chef Sonia il y a quelques instants. La place de la femme n'est pas toujours que la cuisine. Messieurs, vous pouvez aussi venir donner un coup de main. Merci Héritier, merci, merci. On clôture sur ces mots. Et j'aimerais que tu nous redonnes un petit peu, quelques sons, quelques paroles, un petit chant rien que pour nous, pour se quitter et se préparer pour les fêtes de fin d'année. Mokonzi na nkembo silisi susi na nga motema ezoka oye okausi yango minyoko nyonso etikala se lisolo souffrance à Gladys etikala c'est le passé lelo mpo na yo moi etelemi esengo oyeba te oyebingo lelo nazalaka mokufi oye opesi la vie Jésus nayeba esengo te katia motema na nga moyebimaka mpona moto nyonso lelo mpe bimi mponanga moponami ya Yahweh je servirai l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. En tout cas, merci beaucoup Héritier. Merci à vous d'avoir suivi cette émission Africa Première. Un plaisir justement de vous présenter toutes les pépites et tous les conseils pour vous mesdames et pour vous aussi messieurs. Africa Première revient très bientôt avec de nouveaux invités. Rien que pour vous. À très bientôt.